en résumé, André, pour être simple, donc le méthane a plutôt disparu en surface, hein, c'est cela qu'il faut comprendre? Ou pas? Mais en fait, il y a un cycle, il est régénéré et il disparaît. Donc, il y a quelque chose qui le produit et qui l'ingère. Ce que fait Donc, la ce qui vie. oui, ouais, ouais, ouais. Tu sais, sur la planète Titan, qui est un satellite de Saturne, hein, si je ne me trompe pas, il y a des grandes quantités de méthane. Alors, La d'autre réalité, part, Elon Musk, lui, vise directement Mars. Et est-ce que, par hasard, il ne fait pas allusion un peu à ces questions de présence, enfin, je dirais, de preuves biologiques dans ses projets? Parce que il part là-bas, apparemment, officiellement, mais il ne sait pas où il va Oui. atterrir, hein. Donc là, est-ce qu'il lui-même aurait des indices qui l'inciteraient, je dirais, à poursuivre dans son projet là, à ce niveau-là? Jean Garcia m'a posé la question suivante. Comment ça se fait que les organismes, comme j'avais montré, euh, sont fossilisés comme les organismes mous, quoi, sont aussi fossilisés sur Mars, puisqu'on trouve un Bernard l'ermite, par exemple. Et donc, on rejoint aussi les explosions nucléaires, par exemple, 15 mai 2015. Et lorsqu'on a grandi, ça ressemble beaucoup aux trilobites fossiles. Ouais, c'est très impressionnant, hein. On ne se rend pas compte de l'importance, Jean-Paul, du travail de fourmi qu'a effectué André pendant des années à analyser, à scruter des centaines, des milliers de photos de la NASA ou du JPL. Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne de André AS, donc c'est une chaîne consacrée au témoignage d'André sur les programmes spatiaux secrets, les missions qu'il a effectuées sur la planète Mars. Et donc avec André, nous avons commencé quelques capsules climatologie pour présenter les caractéristiques physiques de la planète Mars, caractéristiques connues ou moins connues du grand public. Et donc, nous avons réalisé jusqu'à présent 3 capsules. La première capsule, le 12 janvier 2026, dans laquelle André présente quelques éléments climatiques généraux, la pression atmosphérique sur Mars, les champs gravitationnels, les champs magnétiques, je veux dire, quelques notions telles que la gravité, le taux d'oxygène, le taux d'humidité dans les grandes lignes. Première capsule, donc le 12 janvier 2026. Et donc, nous vous invitons tous à prendre le temps de regarder ces capsules qui a priori devaient durer une trentaine de minutes, mais qui souvent sont un peu plus longues, très instructives pour tout public. Deuxième capsule, le 29 janvier 2026, donc consacrée au cycle de l'eau. Donc, on a abordé l'atmosphère martienne, le taux d'humidité, la vapeur d'eau de l'atmosphère, les nuages d'eau sur Mars. André nous a gratifié avec des photos spectaculaires du ciel de Mars. Le ciel de Mars, n'est-ce pas, André, est très voisin du ciel de la Terre, hein. C'est un ciel bleu avec des nuages blancs, hein. C'est pas du tout le ciel rouge que nous vend ou prétend nous vendre les photos de la NASA. On a les témoignages et des clichés, oui, oui. On a les témoignages, des clichés. André nous a montré une photo d'un nuage sur une masse d'eau ou à la surface de Mars, donc une sorte un étang ou un lac, avec des masses au-dessus de cette étendue d'eau. Et ces masses qui sont des nuages, donc très probablement, se reflètent. On a l'ombre du nuage, de la masse nuageuse sur la surface de l'eau. N'est-ce pas, André? C'était très spectaculaire, ces photos que tu nous as montrées. Donc il y a de l'eau sur Mars, hein. On rappelle dans la troisième capsule que le total des surfaces de la planète Mars le total équivaut à la totalité des masses émergées sur la planète Terre. C'est-à-dire les continents
de la Terre, donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe, Asie, l'Amérique, eh bien, ces masses qui continuent les continents de la Terre, eh ben, c'est la masse, c'est le volume de surface, la surface martienne. Donc la surface martienne est ce qui équivaut à tout ce qu'on a comme terre émergée sur la Terre. Donc c'est beaucoup plus étendu que l'on peut l'imaginer quand on regarde le diamètre apparent de la planète Mars. Donc les surfaces sont énormes. Donc il y a énormément à découvrir sur la planète Mars. Donc les photos que nous donne Opportunity, Rover, ou Spirit, ou Perseverance sont instructives, mais c'est même pas 1% de l'étendue des surfaces qu'on a sur Mars. Donc des grosses surprises sont à attendre. Et donc quand on nous parle de divulgation, je pense que ce soit avec ou sans Donald Trump, je crois qu'on est loin du compte, André. Énormément de choses à découvrir sur oui, la vie sur Mars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait encore oui, la capsule 2, on a parlé de cours d'eau en surface dans le sous-sol, des masses d'eau qui ont été signalées par la NASA, hein, des masses d'eau souterraines très importantes, hein, qui mesurent plusieurs centaines de kilomètres de long, si je me souviens bien, au niveau du pôle sud, en sous-sol. Ça, c'était des informations de la NASA, mais beaucoup d'informations dans la capsule 2. Et capsule 3, donc le 2 mars 2026, les conditions d'habitabilité, les conditions de vie, la surface ou en sous-sol. On a parlé de la météorite martienne étudiée en 1996-2000, les fossiles de bactéries qui ont été beaucoup débattus à cette époque, autour de 2000. Hein, et donc tu reviens sur ce sujet, tu nous présentes un végétal fossile martien extraordinaire. Tu m'as envoyé la photo reconstituée en 3D. Ce sera peut-être un événement, hein, André, quand on aura une vraie divulgation et quand on se rendra compte que la question de la vie végétale sur Mars, non seulement les fossiles sont nombreux, mais la question de la vie actuelle présente sur Mars, de la vie végétale par exemple, c'est une question tout à fait actuelle. En l'occurrence, oui, un gros sujet. Tu nous as montré aussi des fossiles de crustacés. Comment est-ce que tu appelles ces formations biologiques à la surface de Mars? Il y avait les crampons. Oui, c'est ça, oui. Répète. Des crampons, oui, des crampons qui sont des noms. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau biologique? Ce sont des coquillages, hein, c'est ça? Oui, c'est comme des coquillages, oui, c'est ça. C'est vraiment des petits coquillages qui s'accrochent, c'est ça qu'on appelle ça des crampons, quoi, qui s'accrochent sur le fond marin, quoi. Voilà, donc des fossiles de coquillages, donc des crampons tels qu'ils existent sur la surface, sur la Terre, donc au fond des océans, sur le fond marin, et donc des éléments tout à fait analogues, et c'est très bien décrit dans cette vidéo. Bravo à toi, merci encore à toi, André, pour cet énorme travail de documentation, de recherche et de description, parce que c'est vraiment clair, c'est pédagogique, c'est très agréable à regarder toutes tes vidéos. Et tu me l'as expliqué plusieurs fois hors caméra que ça demande énormément de temps, il faut utiliser beaucoup de logiciels, il faut vraiment avoir une expertise technique, hein, aussi pour tout cela. Voilà, donc on va commencer cette quatrième capsule qui est un complément à la troisième capsule concernant l'habitabilité sur la planète Mars. Donc j'ai oublié de présenter bien la personne qui nous accompagne aujourd'hui de manière imprévue, Jean-Paul Gelin. Merci Jean-Paul d'être là. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour te présenter? Voilà, donc je suis très passionné par ces questions qui m'ont toujours intéressé dans ma vie, donc qui est la connaissance de la vie sur toutes ses formes. Et donc, depuis un certain nombre d'années, cette vie extraterrestre, exogène ou intraterrestre, je dirais, me passionne de plus en plus. Et c'est surtout cette prise de conscience que nous sommes une partie d'une immensité des manifestations de la vie. Et là, j'espère que dans la conscience du monde, de la société, cette prise de conscience avancera
parce que je crois que l'avenir, ben, c'est ça, hein, c'est la façon dont on va pouvoir accepter cette position finalement très modeste que nous sommes sur Terre et de penser que nous pouvons, pour l'avenir, démarrer peut-être une nouvelle relation avec le cosmos. Voilà. Oui, Et je suis oui, c'est lourd. très actif dans le groupe Les Voiles de l'Inconnu, donc qui est sur Annecy et qui est animé par Isabelle Ferrigo. Voilà. Oui, Bravo. oui, mais bonjour à Isabelle. À l'occasion, j'espère que tu feras connaissance avec elle bientôt. André, une fille vraiment très, très sympathique que je connais depuis quelques années, qui était près aux Rencontres Galactiques 2023 à Tours et que j'ai connue antérieurement. Et merci à elle de m'avoir invité dans son groupe. Je suis content d'avoir connu Jean à travers ce groupe des Voiles de l'Inconnu. Et l'observation de Jean-Paul, parce que c'est lourd de signification. Hein. Voilà, donc il faudrait beaucoup de temps, il faudrait consacrer une émission à cela. Cette question des rapports entre les civilisations humaines et des civilisations exogènes, ça a d'énormes implications, surtout qu'on est à l'époque où on parle, en février 2026, où une guerre vient de se déclencher qui cause d'énormes périls pour notre planète, pour notre société actuellement. Donc, c'est sûr qu'on aurait vraiment besoin d'écouter le conseil et l'expérience de conscience galactique. Il n'y a aucun doute. Hein. Et espérons le mieux, effectivement, de Paul. Merci pour ce message d'espoir. André, on t'écoute pour cette capsule numéro 4. Ouais. On avait terminé la troisième capsule sur les fossiles marins, mais on avait quand même commencé avec la recherche de vie biologique. Et là, il y a quand même quelque chose d'important qui n'a pas été dit parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Après des années d'études, Dr Levin a conclu en 1997 que l'expérience avait effectivement détecté de la vie sur la planète rouge et a publié sa conclusion. Les découvertes ultérieures sur les conditions environnementales sur Mars et les recherches sur les organismes trouvés dans des environnements extrêmes sur Terre sont cohérents avec ces informations. Alors, il était membre de l'équipe d'expérience IRIS, réalisée à bord de Mars Mariner 9 en 1971. Pour étudier d'accord, c'est très ancien, oui. Mariner, c'est les années 70, en effet. Il a été désigné comme expérimentateur de l'expérience de détection de vie de Viking en 1976. L'expérience a reçu des réponses positives sur les 2 sites d'atterrissage, pas que sur un, sur 2. Voilà. Cependant, le consensus n'a pas accepté les résultats comme d'habitude. Très important de revenir sur tout ça. Parce que, oui, bien sûr. Oui. Puis on verra un petit peu quelques surprises de ce qui s'est passé avec ces expériences un peu plus tard. C'est le site scientifiqueamerican.com. Je suis convaincu que nous avons trouvé des preuves de vie sur Mars dans les années 70. L'expérience de Viking a rapporté des résultats positifs, même si la plupart les ont rejetés comme des réactions chimiques inorganiques. Et il a écrit des livres sur ça. Oui, sur des livres en américain, d'accord. Mais enfin, on sait qu'il a des livres de Gilbert Levin sur... d'accord. En plus des preuves directes de la vie sur Mars, obtenues par Viking, des preuves soutenant ou cohérentes avec la vie microbienne existent sur Mars ont été obtenues par Viking, des missions ultérieures sur Mars et des découvertes sur Terre. Est-ce qu'il est en vie, ce docteur Levin? Et non, il est décédé. On l'a vu quand on revient ici, c'est bien marqué en haut. Décédé le 26 juillet 2021 à l'âge de 97 ans. Mais il avait mis été magnifique. On avait pu l'inviter pour parler avec André. Jean-Paul. Il avait mis tous ses travaux en ligne. Hein. Alors, un scientifique de la NASA parlant avec un témoin des PSS. Mais il avait fait un blog où il avait mis tous ses travaux en ligne. Donc, moi, quand je crois que j'ai écrit mes premiers livres sur l'histoire commence sur Mars ou sur Mars Genesis, ça fait un de mes livres, j'avais donc, j'étais tombé sur ses travaux et
et donc très technique, hein, de tout ce qu'il avait fait pour qu'on puisse éventuellement le contredire. Hein, ce n'était pas possible. Et là, il est décédé. Je suis retourné sur son site. Alors, le blog est toujours là, mais il est vide. C'est-à-dire, ses travaux ont disparu. Il y a le blog, mais il est vide. Donc, il a été enlevé. Comme les clichés disparaissent aussi des fois, ben là, ça en est toujours dans la même chose. Hein. Il n'a pas fait un blog vide. Hein. De toute façon, lui-même, il a dit, je mets mes travaux, tous mes travaux, ils sont là. C'est lourd de sens, encore une fois. Les preuves qui ont été découvertes sur l'ancien environnement martien, qui était peut-être habitable. Alors, ils disent l'excès de carbone 13 par rapport au carbone 12 dans l'atmosphère martienne est révélateur d'une activité biologique. Voilà. Et qui préfère ingérer ce dernier. L'atmosphère martienne est en déséquilibre. Donc, son CO2 aurait dû, depuis longtemps, être converti en CO par la lumière UV du soleil. Ainsi, le CO2 est en train d'être ingéré éventuellement par des micro-organismes comme sur Terre. Régénéré par des micro-organismes. Voilà. Donc, c'est l'hypothèse que défend Gilles Levin, que la présence du CO2 en déséquilibre sur Mars est un signe ou une preuve, un indice en tout cas, d'une activité microbienne sur Mars. Des composés organiques complexes ont été signalés sur Mars par les scientifiques de Curiosity, notamment du kérogène qui pourrait être d'origine biologique. Donc le kérogène biologique désigne la matière organique intermédiaire formée à partir de débris biologiques comme le plancton, les algues, les végétaux supérieurs ou les restes animaux qui se sont accumulés au fond des océans ou des lacs anciens. Ensuite, c'est le méthane qui a été mesuré dans l'atmosphère martienne. Des méthanogènes microbiens pourraient en être la source. La disparition rapide du méthane dans l'atmosphère martienne nécessite un puits, éventuellement alimenté par des méthanotrophes, qui pourraient coexister avec des méthanogènes à la surface martienne. Ce sont deux groupes micro-organismes impliqués dans le cycle du méthane, mais avec des rôles opposés dans l'environnement. En résumé, les méthanogènes produisent du méthane, tandis que les méthanotrophes le consomment, formant ainsi un équilibre biologique crucial dans le cycle du carbone et le contrôle du réchauffement climatique. En résumé, André, pour être simple, donc le méthane a plutôt disparu en surface, hein, c'est cela qu'il faut comprendre? Mais en fait, il y a un cycle, il est régénéré et il disparaît. Donc, il y a quelque chose qui le produit et qui l'ingère. Ce que fait la vie. Oui. Ouais. Tu sais, sur la planète Titan, qui est un satellite de Saturne, hein, si je ne me trompe pas, il y a des grandes quantités de méthane. Oui, tout à fait. Et on pense qu'il y a des cours d'eau de méthane, et on pense que ça entient une activité. Hein. Titan est très intéressant et est un des objectifs de la NASA, hein, au même titre que Europa, Ganymède et d'autres de Jupiter ou de Saturne. Donc le méthane est lié implicitement à la biologie. Complexité indépendante du signal LR positif l'a identifié comme biologique. Alors, le rapport de vraisemblance positif LR+, ça s'appelle, est un indicateur utilisé pour évaluer la valeur diagnostique d'un test biologique. Donc, le test biologique est positif. Les analyses spectrales à 6 canaux effectuées par le système d'imagerie de Viking ont révélé que les lichens terrestres et les taches vertes sur les roches martiennes avaient la même couleur, la même saturation, la même teinte et la même intensité. Sous-entendu que ça pourrait être du lichen, en fait. Des grandes structures ressemblant à des stromatolites terrestres, formés par des micro-organismes, ont été découverts par Curiosity. Une analyse statistique de leurs caractéristiques complexes a montré une probabilité inférieure à 0,04% que la similitude soit causée uniquement par le hasard. Alors là aussi, on a encore quelque chose d'intéressant. Des stromatolites, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, stromatolites. Donc, ce sont des constructions de grandes structures produites par des micro-organismes. En résumé, des résultats positifs d'un test microbiologique largement utilisé, des réponses favorables de témoins forts et variés,
la duplication des résultats du LR sur chacun des 2 sites Viking, la réplication de l'expérience sur les 2 sites et l'échec sur 43 ans de toute expérience ou théorie à fournir une explication non biologique définitive des résultats du LR Viking. Quelles sont les preuves contre la possibilité de vie sur Mars? Le fait étonnant qu'il n'y en a pas. De plus, des études en laboratoire ont montré que certains micro-organismes terrestres pourraient survivre et se développer sur Mars. Voilà. Donc, André, en résumé, les prélèvements, les analyses, les mesures par les 2 sondes Viking 76, voilà, en fait, toutes les découvertes potentielles sur l'activité biologique sur Mars, c'est-à-dire au 26, ont été faites, ces découvertes ont été faites au milieu des années 70, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc ça fait 40 ans qu'on sait ça et personne, et la NASA n'en parle pas. Enfin, on n'en parle plus. Non. Plus personne n'en parle. Et donc Gilbert Levin suggère qu'en fait, il est possible qu'on ait prouvé, il y a une probabilité qu'on ait prouvé l'activité biologique sur Mars depuis les sondes Viking. Entre ça et le fait que quand un spécialiste démontre qu'il y a un fossile de coquillage et que la NASA pousse le rover dans le sens inverse, ça fait beaucoup de choses qu'on ne veut pas qu'on sache. Donc là, bien sûr, alors ça a été repris sur les traces de vie, Jérôme, parce que pour montrer que ce n'est pas le seul journal qui en a parlé. En 1976, les découvertes, donc ça a été repris, même si ce n'est pas médiatisé. L'article de 2019. Pourquoi la NASA ne se penche-t-elle pas sur ces trouvailles? Alors, selon Gilbert Levin, cette exploration se serait avérée positive en rapportant quelques pistes intéressantes en ce qui concerne la vie sur Mars. Dans le cadre de cette expérience, l'atterrisseur a mélangé un échantillon de sol martien avec une solution nutritive à base d'azote qui a été marquée avec un composant de carbone radioactif unique. Si les micro-organismes du sol de la planète rouge métabolisaient des nutriments, ils libéreraient du gaz carbonique radioactif. Et donc, très scientifique, on a un peu de mal à suivre, mais enfin... c'est-à-dire que les micro-organismes ont digéré ce qu'on leur a donné à manger. Si on peut être simple. Monsieur Levin explique à quel point les résultats de cette expérience ont été positifs pour les 2 atterrisseurs séparés par une distance de 4000 milles, soit plus de 6000 km. Ces résultats, en plus de milliers d'essais réalisés avant cela, font que Gilbert Levin est catégorique. Ce dernier appuie sa conclusion sur les preuves obtenues après les missions Viking de la NASA, y compris les preuves d'eau à la surface, de méthane, d'ammoniac et même d'éléments semblables à des vers qui apparaissent sur les images prises par le rover Curiosity de la NASA. Sur Futuria Science, publié le 21 novembre 2024, trouver des preuves d'une vie extraterrestre, tout le monde en rêve. La NASA a peut-être bien à 2 doigts d'en trouver sur Mars dès les années 1970. Au lieu de ça, elle a peut-être noyé les organismes présents dans des échantillons martiens. Cette fois, c'est le commentaire publié dans la revue Nature Astronomie qui attire l'attention, parce qu'il évoque la possibilité que nous ayons pu être à un rien de toucher au but dès le milieu des années 1970, mais que par inadvertance, la NASA aurait alors détruit les traces de vie cachées dans les échantillons. Inadvertance ou de manière délibérée, la question est posée. Oui, hein. Oui. Jean-Paul veut faire une observation. Jean-Paul? Oui, qui est en même temps une question. Apparemment, donc, on sait que la NASA a renoncé d'aller directement sur Mars pour se consacrer vers de nouvelles missions sur la Lune, comme on pourrait dire étape intermédiaire pour aller sur Mars. Alors, d'autre part... Selon un narratif officiel, hein, tout ça c'est du narratif. D'autre part, Elon Musk, lui, vise directement Mars. Et est-ce que, par hasard, il ne fait pas allusion un peu à ces questions de présence, enfin, je dirais, de preuves biologiques dans ses projets? Parce que il part là-bas, apparemment, officiellement, mais il ne sait pas où il va atterrir. Hein. Donc là, est-ce qu'il lui-même aurait des indices qui l'inciteraient, je dirais, à poursuivre dans son projet là, à ce niveau-là?
Personnellement, moi, ce que j'en pense, mais ça reste mon opinion, c'est que ces gens-là sont déjà au courant. Hein. Voilà, s'ils veulent vraiment prendre Mars pour eux, on va dire, y habiter, la coloniser, il faut à tout prix qu'il n'y ait rien. Ce soit une planète où il n'y a pas de vie, où il n'y a rien, parce que sinon, forcément, la communauté scientifique va dire non, non, il faut étudier, on ne peut pas polluer ce monde, il faut l'étudier, etc. Et du coup, ils ne peuvent plus. Moi, Les écolos vont intervenir. Forcément. Enfin, il me semble logique. Hein. On découvre un monde où il y a de la vie, puis on va aller le détruire, s'implanter. Voilà, même si des choses ont déjà été faites, le grand public ne le sait pas. C'est sûr. Mon observation à moi, mon observation pour répondre à ce que dit la question que pose Jean-Paul, eh bien, indirectement, la question c'est est-ce que des puissants de ce monde, courant de la réalité de la vie sur Mars et des guerres martiennes, parce qu'il y a ce point hein, qui est également contenu dans tout cela. Comme tu comprends, Jean-Paul, on fait des captures climatologiques, scientifiques pour débroussailler le terrain, si on peut dire, pour dégager quelques notions scientifiques viables pour le public. Mais sur le fond, quand on va aborder vraiment la question, non pas des micro-organismes présents ou fossiles sur Mars, mais quand on voit qui sont déroulés dans les années 90, dans les années 2000, 2020, là, la question implicite qui est dans ta question concernant Elon Musk, c'est est-ce que des puissants de ce monde sont au courant de tout ça? Si André lui-même a pu réhabiliter sa mémoire, de même que Corey Goode, Randy Kramer, Jean-Charles Moyen et d'autres, JP. Donc, il y a beaucoup de la Mars Defense Force qui, eux, n'ont jamais pu réveiller leur mémoire, qui sont là dans la vie complètement écrasés par des cauchemars. Mais les gens qui ont mis en place ces programmes, qui comprennent également du travail forcé, des travailleurs forcés sur Mars, des activités minières sur Mars. Donc, on n'est pas simplement dans les études de Gilbert Levin sur les prélèvements de la sonde Viking en 1976, dans de la géopolitique très sombre. Quand ce sera le moment, même mettre en parallèle des travaux actuels de laboratoires officiels aussi à ce moment-là, et les mettre en parallèle, et on verra bien que déjà, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Et voilà, que ces laboratoires privés qui se font des choses mieux que les militaires, c'est étrange. Alors, on va continuer. Donc, toujours Futuria Science. Alors, des formes de vie accidentellement noyées. Aujourd'hui, le scientifique envisage une autre option. Selon lui, Viking a peut-être bel et bien découvert des signes de vie sur Mars, mais la dite vie n'a pas survécu à l'eau utilisée pour mener l'expérience. Pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, les astrobiologiques imaginaient encore que la vie avait besoin d'eau pour prospérer, de beaucoup d'eau. Or, les chercheurs l'ont appris plus récemment, la vie peut trouver son chemin dans un endroit sec, et même très sec. Alors que se passe-t-il si on versait de l'eau sur des organismes martiens adaptés à la sécheresse? Les scientifiques disent pompeusement qu'ils se trouveraient hyper hydratés. En réalité, cela reviendrait à les noyer, explique le scientifique dans son commentaire. Pour preuve, il avance la mésaventure vécue par les bactéries indigènes du désert d'Atacama, au Chili, qui connaît bien pour les avoir beaucoup étudiés, un des endroits les plus arides du monde, des bactéries dont 80% ont déjà été tuées par des pluies torrentielles. Ça, c'est intéressant parce que, oui, André, donc la vie, je sais que le désert de l'Atacama au Chili, je pense que Jean-Paul est au courant aussi, a été beaucoup étudié justement pour essayer de trouver des analogies entre climatique et potentiellement biologique sur Terre et sur Mars. Donc, les caractéristiques extrêmes du désert d'Atacama ont été utilisées comme un modèle de ce que pourrait être ou ce que pourrait avoir été la vie sur Mars. Hein. Ça, c'est courant. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup de missions de la NASA dans le désert d'Atacama, qui est une sorte de laboratoire pour, comme si on pouvait étudier Mars à travers cet exemple. C'est très connu. Mais donc, en l'occurrence, là, tu rappelles que la vie peut se développer sans eau et que donc les pluies torrentielles dans le désert auront noyé et donc tué, détruit ces organismes. On peut dire que la vie a besoin d'eau, mais aussi dans certaines circonstances, organismes extrémophiles qui vivent dans des conditions
eh bien, au contraire, l'eau peut nuire à leur. On a de l'eau sur Mars. Des expériences pour trouver la vie sur Mars il y a 50 ans. Alors rappelons en effet qu'en 1976, les deux atterrisseurs vikings, les tout premiers à se poser sur Mars, avaient pour objectif, entre autres, de réaliser quelques expériences imaginées pour trouver des biosignatures dans la roche martienne. Comprenez, pour trouver des traces de molécules qui indiqueraient la présence d'une forme de vie extraterrestre. Différents types d'expériences avaient été mis en œuvre, les seules expériences directes de ce genre menées sur une autre planète jusqu'ici. Mais avec le recul, des doutes ont été émis par des chercheurs quant à leur pertinence. L'une d'elles, par exemple, supposait un chauffage des échantillons qui aurait très bien pu être fatal à la vie que ceux-ci auraient pu cacher. Pourtant, une expérience en particulier a donné un résultat positif pour une potentielle activité microbienne dans les échantillons. Les scientifiques ont longtemps débattu pour arriver à la conclusion qu'il devrait s'agir là d'un faux positif, bien sûr. Voilà. Je dois répondre à une question qui m'a été posée intelligemment aussi par Gérald Garcia, que tu connais très bien. Comment ça se fait que les organismes, comme j'avais montré, sont fossilisés comme les organismes mous, quoi, sont aussi fossilisés sur Mars, puisqu'on trouve un Bernard Lermite, par exemple. Et donc, on rejoint aussi les explosions nucléaires, par exemple, données par comment il s'appelle c'est le docteur John Vandenberg, spécialiste des plasmas qui a travaillé à la NASA et qui a relevé des impacts et des restes de radioactivité nucléaire, d'un bombardement nucléaire sur Mars. Deux sites principaux. Deux explosions nucléaires. Au moins deux en tout cas. Mais ces explosions nucléaires, justement, ne peuvent pas plastifier la vie comme ça. Elle la détruit, c'est tout. Par contre, ça réveille les volcans. Et il faut savoir que Mars a quand même le plus gros volcan du système solaire, l'Olympus Mons, plus toute une chaîne volcanique à côté. Et les volcans, ben oui, ça plastifie les corps, comme pour le Vésuve, Pompéi et tout ça. D'accord? Et c'est ça, ce qu'on voit. C'est que ces guerres nucléaires ont réveillé des volcans et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que c'est pétrifié. C'est une explication qu'il fallait donner, en fait. Pour ça, je vais montrer juste quelques exemples, vite fait, sur Terre, et des exemples qui sont... Alors d'abord, vite fait, un exemple martien. Alors celui-là, c'est dans le carré rouge. Cette image a été prise le 11 septembre 2014. Voilà, alors là, on a juste ça. Et là, je l'ai passé, j'ai voulu faire l'étudier, parce que ça peut être une pareidolie, à l'IA. Analyse soumise à l'IA, voilà ce qu'elle me dit. Le candidat le plus crédible visuellement, un petit crâne, bon, voilà, type mosasaure juvénile, varanoïde aquatique, fossile très érodé. Et il m'a même sorti les points. C'est lui-même qui a fait ça, hein. C'est pas moi, la mâchoire, le crâne, il a sorti lui. D'accord? Je n'ai pas dit que c'était une image de Mars, bien sûr. Hein. J'ai juste donné l'image. Et il a refait une reconstitution paléontologique réaliste en dessous. D'accord? Donc ça, c'est juste pour montrer une image pétrifiée. Et j'ai pris des images de la Terre. D'accord? Voilà. Et là, l'explication revient. Un bombardement extrême peut déclencher l'activité volcanique. Ce ne sont pas les bombes atomiques qui pétrifient les corps, mais les coulées de lave, la périmorphose volcanique, moulage naturel qui conserve la forme externe d'un objet. Et là, nous avons un moulage d'éléphant, résultat de la coulée de lave de 1977, du volcan Nira-Congo, découvert par les volcanologues Katia et Maurice Kraft. Nous avons l'original à gauche, et à droite, je me suis amusé à retoucher pour voir ce que ça donnerait avec les retouches des clichés martiens comme fait la NASA, quoi. Donc, si on a ça, l'image de droite, on va dire, bon, il n'y a rien, quoi. Sauf qu'à gauche, on a un original et on voit bien que
ce sont comme si c'était des roches, mais c'est un éléphant. Hein. C'est un fossile. Un fossile d'éléphant. Un deuxième exemple, juste comme ça, je me suis amusé juste à prendre l'original de Pompéi et je l'ai retouché au cliché martien pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. Voilà, c'est tout. C'était juste des exemples. Ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que oui, beaucoup de fossiles probablement dans les photos martiennes qui sont toutes couleur rouge, sachant que Oui. la couleur rouge des photos martiennes est artificielle. Hein. Il suffit d'aller voir la première capsule où on l'explique bien et on montre des clichés. Je reviens d'abord sur un cliché marin où il y en avait beaucoup sur Terre et ensuite on va aller sur quelque chose de plus terrestre. Alors ici, le cliché pris donc, par Curiosity le 23 avril 2015. Et lorsqu'on agrandit bien cette partie-là, on a ce qui ressemble à des trilobites, qui étaient un groupe d'arthropodes marins prospères éteints il y a 270 millions d'années, période cambrienne à celle du Permien. Ils se distinguaient par leur corps divisé en 3 lobes et sont parmi les fossiles les plus abondants et diversifiés trouvés dans les roches anciennes. Ils ont dominé les océans pendant de longues périodes avant de disparaître brusquement au moment de l'extinction du Permien, justement. Voilà. Ici, on en retrouve un autre. L'image 15 mai 2015. Et lorsqu'on agrandit, ça ressemble beaucoup au trilobite fossile. C'est très impressionnant. Hein. On ne se rend pas compte de l'importance, Jean-Paul, du travail de fourmi qu'a effectué André pendant des années à analyser, à scruter des centaines, des milliers de photos de la NASA ou du JPL, des parties, des micro-parties. Oui, c'est semblable à tout ce qui s'est passé pour le nettoyage des clichés concernant les observations autour de la plupart de nos planètes et des lunes des planètes, hein, autour de Saturne en particulier, Oui. des lunes de Saturne, hein, où il y a eu un travail apparemment méthodique d'effacement d'objets qui tournent, qui rentrent, qui sortent, genre vaisseau même supposé. Et là, on a eu, nous, un exposé sur ces questions-là par Franck Manoutian, qui est dirigeant de l'équipe au sol sur la Saône-et-Loire, et vraiment très éclairant hein, sur ces questions. Hein. À condition de retrouver des clichés très anciens où oui, ça n'a pas été. Voilà, ça n'a pas été encore effacé, hein, mais vraiment, c'est très interrogatif. Hein. On quitte l'océan martien pour aller sur la Terre de Mars. Donc, on est en sol 1000, 30 mai 2015. Alors là, c'est pareil. Je l'ai soumis l'image d'origine à l'IA sans lui dire d'où ça vient. La forme du crâne et la structure des côtes suggèrent un dinosaure ornithopode comme un iguanodon ou un Hadrosaurus. Alors moi, je ne suis pas spécialiste et puis surtout, c'est peut-être des créatures qu'on n'a même pas ici. Voilà, alors, celle-ci. Si l'IA le dit, Je ne sais pas. En tout cas, je me suis appuyé sur l'IA pour essayer de faire une reconnaissance des clichés. Alors ici, aussi, c'est pas mal. Alors, on est le 25 novembre 2012. Nous sommes en sol 109 à peine. Ça fait déjà un petit moment. Voilà, encadré. Alors, j'ai fait 2 images parce que je l'ai ressorti. Et il a été refait aussi par l'IA en dessous. Mais là, l'image du milieu, c'est moi qui l'ai ressorti. D'accord ? On voit les ossements. En tout cas, l'IA, elle les a reconnus, puisqu'en reprenant l'image d'origine, elle me dit, en se basant sur les images, Holorititan est de loin l'identification la plus probable. Sa structure osseuse massive et ses vertèbres plus grandes correspondent parfaitement à ce que l'on voit sur l'image. Voilà, donc voilà. Extraordinaire. Là, nous avons ces ossements-là. Ensuite, on va aller voir. Alors, celui-là, très dur, très petit.
Je ne sais pas, même pas comment ça se fait que je l'ai vu. Il y a déjà un petit moment, hein, je l'avais déjà sorti, mais à l'époque. Donc, Sol 1249, Curiosity toujours. Voilà, l'agrandi, je l'ai capturé là. L'agrandissement et la comparaison, là voilà. Et soumise à l'IA. Alors, d'après cette image, il s'agit très probablement du crâne d'un Sinosauropteryx prima. Voilà. Voici pourquoi. La forme du crâne, la structure osseuse, notamment la forme de la mâchoire et l'emplacement de l'œil correspondent à celle des Sinosauropteryx. Était un dinosaure théropode considéré comme l'un des premiers exemples de dinosaures plumés. Il a permis de confirmer que certains dinosaures possédaient des plumes, ce qui a révolutionné notre compréhension de leur apparence. Ce qui veut dire que, indirectement, des organismes biologiques qu'on a sur Terre se trouvent dans d'autres environnements planétaires, en l'occurrence sur cette planète Mars voisine. Ce qui décrit un petit peu une stabilité ou une homogénéité du partiel, en tout cas. Mars et la Terre sont proches. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a pu à un moment donné échanger comme les astéroïdes, les météorites avec des traces de vie d'un côté et adapter de l'autre. Et finalement, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein, beaucoup de réflexions qui sont suggérées. Là, il faudrait des heures pour débattre de ce que cela peut signifier. D'après cette image, il s'agit très probablement d'un crâne de girafe sauvage. La ressemblance est frappante. Ça, c'est l'IA. Conclusion d'IA. Extraordinaire, extraordinaire. Donc Jean-Paul, cette dernière image nous suggère tout simplement qu'on trouvait des girafes sur les continents martiens. Il dit, tant qu'on n'a pas d'analyse de ces fossiles, si c'est possible, eh bien, on ne sait pas à quelle époque la girafe s'est promenée dans une savane martienne. Merci. On a l'air de plaisanter, mais je dirais. Très sérieux. Ah, oui. On pourra faire des émissions de débat sur ces capsules, André, parce que là, c'est un matériel magnifique que tu nous offres et on va, avec d'autres personnes, sur ce qu'on peut réfléchir sur cette documentation, parce que l'interprétation de l'IA, évidemment, toujours sujette à caution, mais en tout cas, la question est posée. Et si c'est authentique, eh bien, interpréter cela, quelles conclusions tirer, c'est énorme. Donc, André, donc, comme je disais, j'ai une mission de travail, je dois partir. Donc, Jean-Paul, merci d'avoir été là. J'espère qu'on se reverra, que tu pourras participer à une autre. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu annonces comme prochaine capsule, André? Est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as déjà des idées? Oui. La suite logique, on va essayer de voir si on a un peu de végétation, si la végétation existe sur Mars, par exemple. Peut-être une fossilisation et puis quelque chose de plus concret, quoi. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait créer de l'oxygène sur Mars, par exemple. Ouais. Par la suite, merci. On refera des émissions sur le fond, sur tes livres. On refera des émissions sur tes livres quand on aura fait un peu le tour de la climatologie marine et des études scientifiques. On reviendra sur tes livres pour te faire parler tranquillement de tel aspect de manière plus méthodique dans la première table ronde en choisissant des sujets spécifiques. Si Jean-Paul Panier, ce sera magnifique, ou d'autres personnes. Mais voilà, merci André pour ce travail, cette préparation. Et au revoir Jean-Paul. Au revoir. Merci d'avoir été là et à bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir.